Bonjour les graphes, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo hebdomadaire consacrée donc au suivi des marchés et aux discussions des différentes opportunités. Alors cette semaine, j'ai pas eu beaucoup de temps, malheureusement il y a des choses qui sont un petit peu mal tombées et puis en plus le marché est redevenu beaucoup plus volatile, surtout sur cette fin de semaine. Bon, c'est comme ça. Logiquement, à partir de la semaine prochaine, je reprends entre guillemets une activité normale. Je devrais avoir un environnement qui me permet un petit peu plus de concentration et d'assiduité, et donc pour la reprise notamment des articles ou des différentes choses que je peux publier. On va néanmoins dans cette vidéo, je vais tenter de rentrer le plus dans le détail possible. Comme d'habitude, sur la partie de gauche, vous avez un certain nombre d'éléments qu'on va regarder. Plus tard, il y aura les actions, mais il n'y a pas tout. Je n'ai pas eu le temps de rentrer. Je fais la vidéo même avant la clôture, hein. On est 1 heure avant la clôture. Mais bon, je ne compte pas prendre de position ou faire grand-chose avant, donc j'en profite voilà, pour faire la vidéo à ce moment-là, puisque pas vraiment le temps après plus tard. Et voilà, donc on va attaquer. Ce que je disais juste avant, c'est, vous avez un petit peu la fatigue, c'est que sur la partie de gauche, donc faites attention, il n'y aura pas tous les titres. Donc si vous sautez uniquement pour voir les titres qui vous intéressent, sachez qu'à la fin de la vidéo, je revois à peu près une dizaine de titres en fonction de ce que j'ai trouvé intéressant cette semaine et puis de ce que vous m'avez demandé dans la vidéo précédente également. Je fais une petite sélection là-dessus qui n'est pas dans la partie gauche, donc c'est pas parce que vous ne voyez pas une action dans la partie gauche qu'elle n'est pas forcément analysée à la fin de la vidéo. Ceci étant dit, on va commencer aujourd'hui par cela. Qu'est-ce que c'est que cela? C'est les obligations à 10 ans US, c'est un tracker. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand il monte, les taux se détendent, les taux US à 10 ans, et quand ça baisse, les taux se tendent. Donc, évidemment, cette semaine, c'est revenu sur le devant de la scène. C'est tout simplement la crise énergétique. En fait, c'est assez intéressant puisque si vous regardez les graphiques du gaz naturel, des différentes ressources énergétiques, etc., on voit la tendance est quand même ancrée depuis déjà de plusieurs semaines, plusieurs mois. Donc c'est toujours l'effet de digestion du marché et c'est quand on arrive, je dirais, sur l'exponentiel, sur la phase un petit peu momentum, que c'est là évidemment que tout le monde commence à en parler, ce qui renforce le mouvement, mais également renforce la peur sur ces niveaux-là. C'est comme, si vous vous souvenez, en février-mars 2021, tout le monde avait pris peur sur l'inflation et donc la remontée des taux d'intérêt, mais c'était quelque chose qui était en train déjà de s'acter, et on le voit à l'écran, depuis la fin de l'année 2020. Donc c'est important de comprendre ça en bourse, que vous allez avoir des mouvements qui se créent comme ça, et puis c'est un mouvement comme ça qui va gagner en force au fur et à mesure. Et en règle générale, quand tout le monde en parle, c'est que vous êtes dans l'effet maximum, mais on va dire une bonne partie de la hausse est en règle générale déjà dans les cours. Donc c'est là justement où ça devient intéressant. Donc crise énergétique, on a tout évidemment, c'est la normalisation de la croissance, donc avec en plus l'impact, on a eu un petit coup avec l'impact chinois, un petit coup supplémentaire avec le prix des matières premières, etc. Mais on a tout et son contraire, et c'est ça qui est intéressant, puisqu'on a les pénuries d'un côté, mais qui dit pénurie dit incapacité également de livrer, dit également des consommateurs à un moment donné qui ne vont pas nécessairement attendre et qui vont, au lieu de repousser leur commande, tout simplement annuler ou prendre une alternative. Donc c'est également à un moment donné une petite pression sur la croissance. Pression également sur la croissance des valeurs qui avaient profité de l'effet Covid. Et le marché actuellement, on le voit, est en train plutôt de valider que le Covid est derrière nous. Et c'était déjà le cas déjà depuis de nombreux mois. Mais là vraiment, on est en train d'acter. En plus, Merck a sorti une pilule également. On verra si c'est validé ou pas. Mais on voit grosso modo que tout le monde est en train plus ou moins de nous expliquer que le Covid, en gros, c'est fini. On aura peut-être encore quelques petites vagues comme ça, des vaguelettes, mais en gros, au fur et à mesure, ça va s'estomper. Donc du coup, on est en face de l'inflation, des crises de stock, de pénurie, etc. Mais là aussi, c'est toujours pareil. Ce qui va être très intéressant, c'est que justement, cette crise et ces pénuries limitent la croissance, c'est ce qui fait peur d'un côté, mais parce qu'on limite également la croissance à cause de ces pénuries, ça va permettre à l'offre de se rattraper.
au fur et à mesure, et un petit peu plus facilement. Donc de réduire en fait finalement la latence au niveau de cette pénurie. Mais par-dessus, on rajoute la crise énergétique évidemment. Donc on rogne un petit peu plus les marges, et potentiellement, si votre usine manque d'électricité, ben, c'est un peu ballot pour sortir les produits. Donc on augmente les goulots d'étranglement. Tout ça, voilà, il faut bien se dire que c'est le contre-coup évidemment des différents confinements. Et on est sur des choses exceptionnelles, entre guillemets. Et donc, c'est là où j'avais fait plusieurs vidéos, de dire qu'il faut bien faire attention. Quand les banques centrales parlent temporaire ou transitoire, mais dans le genre que voilà, ça ne va pas être durable et que l'inflation n'y aura plus, c'était très dangereux. Et pour moi, on est en train d'attaquer la crédibilité directement des banques centrales. Donc on verra évidemment la suite, mais c'est ça pour moi qui est impactant aujourd'hui sur le marché. Donc une fois qu'on a dit ça, on a bien compris qu'on avait les fesses entre deux chaises, tout simplement parce que on est bien coincé entre cette crainte en effet d'une réduction de croissance, ces remous et ces retours d'une inflation qui ne serait pas si temporaire que ça, mais ça en même temps, je veux dire, voilà, il fallait faire attention aux mots, les mots deviennent des mots ensuite, et du coup, le gros mot qui sort, évidemment, c'est stagflation et compagnie. Toujours est-il que ce à quoi il faut faire attention, c'est les statistiques qui sortent actuellement et qui vont continuer de sortir, et qui vont être des bonnes statistiques qui vont prouver qu'on a résorbé, entre guillemets, la crise. Donc on est revenu au niveau de pré-Covid. Ce qu'on n'a pas récupéré, c'est ce qu'on aurait fait s'il n'y avait pas eu le Covid, bien entendu, mais ça sera très certainement pour l'année prochaine. Donc là, il faut bien vous dire que le marché, lui, il est toujours en anticipation, c'est-à-dire que le marché, il avait anticipé les craintes d'inflation, donc il avait déjà fait sa rotation valeur de croissance, valeur cyclique, puis il avait joué l'effet désinflation. Donc désinflation, c'est dans le sens de dire inflation transitoire, c'est-à-dire qu'on garde de l'inflation, elle n'est pas temporaire, mais c'est une inflation qui est à une moindre vitesse, une évolution à de moindre vitesse, c'est comme ça vraiment qu'il faut l'expliquer. Et ensuite, on a un certain nombre d'éléments qui vont nous permettre de valider plutôt ce dont on avait parlé. C'est un effet zigzag dorénavant, où on rentre dans une linéarité, dans des projets et dans des scénarios où on reprend les tendances d'une manière plus linéaire. Donc ce qui nous intéresse quand on regarde les obligations, évidemment, c'est ce que l'on voit, et on en avait parlé ces précédentes semaines, on s'était dit l'inflation et la peur de cette inflation va revenir sur le devant de la scène à partir du moment où on va casser ce biseau par le bas. Et donc on a cassé ce biseau par le bas et on est allé chercher le support horizontal. Donc ce à quoi il faut bien faire attention, c'est que tout le monde a ressorti tous les articles et tous les trucs qu'on avait déjà sortis en février-mars pour dire comment se protéger de l'inflation, acheter des actifs tangibles, acheter de l'énergie, acheter des financières, etc. Puis, si on a peur que ce soit cette fois-ci la croissance qui se casse la gueule, eh ben, il faut aller sur des valeurs plus défensives. Donc, on a les utilities qui remontent, et en plus, on a une crise de l'énergie. Donc, on rajoute évidemment sur un petit coup sur les utilities sur les non-cycliques, donc qui sont favorables. Mais il faut rajouter une pincée de sel, puisque la plupart de ces utilities et donc de ces fournisseurs d'électricité ont souvent l'État à leur actionnariat et ne sont pas forcément très libres d'augmenter les tarifs comme bon leur semble. Et c'est ça qui peut également empêcher ces actions de réellement performer, puisque ça reste une épée de Damoclès toujours. Donc une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'il faut qu'on regarde? Et c'est là où on est coincé entre deux chaises, c'est qu'on est donc revenu dans un monde. J'ai peur que mon inflation continue, soit durable, et donc commence à grignoter mes marges, et donc je commence à avoir des profit warnings, puisque on le sait, depuis plusieurs mois, le consensus est quand même très positif sur les résultats des sociétés, et donc là quand même, on a un certain nombre d'éléments qui viennent gripper un petit peu la machine et qui peuvent lancer un certain nombre de profit warnings. Pour autant, je ne suis pas encore en mode inflation qui repart comme un 40 et qui me refait un pic de progression et de hausse comme on a eu justement avec les premières pénuries à la sortie des différents confinements en début d'année 2021. On est entre les deux, donc on est plus dans la linéarité. En tout cas, c'est encore
le projet que j'aurai. Ce qui m'intéresse ici, c'est qu'on voit que les taux sont en train un petit peu de se détendre, mais attention, il ne faut pas se leurrer, cette détente, ça reste à ce stade-là, graphiquement parlant, du rebond technique, hein. Donc c'est ça aussi qu'il faut prendre en compte à ce stade-là. Donc on est revenu chercher un support qui fait donc une résistance sur les taux et on est en train de rebondir en mode rebond technique. Mais pour autant, le signal qui a été donné à mon sens, c'est un signal encore de construction. Ce n'est que, on en avait parlé, si on passe sous les 115, j'avais dit, alors ça va être 114, cette zone 115, 114, si on repasse en dessous de ça, que là on remet une salve, on remet une pièce dans le jukebox pour reparler des taux à 10 ans qui vont vers les 2%, et là on rejoue à se faire peur. Donc évidemment, les valeurs de croissance, les valeurs momentum qui étaient quand même dégradées, hein, ça vient jamais du jour au lendemain, mais qui étaient quand même en mode dégradation à ce stade-là. Il fallait rentrer dans le détail des indices, hein, je vous dis toujours de faire attention à l'illusion des indices. Elles sous-performent. Donc on voit le Nasdaq voilà, qui lui pêche pas mal. Par contre, on est en train de revenir ici. Alors il va falloir voir, est-ce que le marché va vraiment donner de l'importance à cela ou pas? C'était l'ancienne oblique de notre biseau ascendant. On a la double oblique, l'ancienne oblique résistance et l'ancienne oblique support, qui peu ou prou vont se mélanger sur le même niveau, aux alentours des 14 400, 14 500 points. Donc il va falloir voir si ça sert pour pouvoir faire un rebond. Mais bon, globalement, on est rentré en mode consolidation dorénavant sous les 15 000 points sur le Nasdaq. Pour autant, il ne faut pas croire que le marché va se retourner comme une crêpe, ça reste une tendance haussière de fond. Donc ça veut dire qu'à un moment donné ou à un autre, on est toujours dans un monde qui a beaucoup de liquidités, où les acheteurs donc reviendront acheter des supports, acheter des dips pour mettre en place des rebonds. Le marché dans lequel on en avait parlé, c'est un marché de volatilité, de zigzag. Donc c'est ça qu'il faut intégrer en attendant qu'on construise différentes figures qui, elles, selon leur cassure à la hausse ou à la baisse, nous permettront de valider le retournement du marché dans un sens ou dans l'autre. Donc là, je dirais qu'on est dans une vague qui va nous permettre d'aller chercher une zone de soutien. Et c'est ce qui va nous permettre petit à petit d'avoir de plus en plus de chandeliers qui nous permettent de valider une figure. Donc voilà un petit peu où on en est pour moi au niveau du Nasdaq pour l'instant. On est en train de lâcher, oui, mais ce n'est pas encore majeur. Par contre, si on lâche cette zone-là des 14 300, 14 400, il faut faire attention. Oui, il peut y avoir de la volatilité et on peut décider de revenir chercher les 14 000 points hein, de manière assez rapide, voire jusqu'aux 13 700 points, je serais tenté de dire. 13 700, 14 000 points, ce sont vraiment mes deux niveaux pivots de moyen terme. Et c'est impossible de savoir si on va y aller graduellement, en mode zigzag, ou si à un moment donné, le marché va prendre peur pour X raisons et décider d'y aller d'un coup. Donc ça fait partie du quid. Mais à ce stade-là, on fait étape par étape, on sait qu'on est dans un élément à ce stade de correction. Et pour moi, on arrive dans une zone qui devrait être réactive déjà. Donc on va identifier ça. Et au niveau du CAC 40, ben, c'est très résilient parce que le CAC 40 est très orienté valeur value. Si ce n'était pour les valeurs du luxe, bien entendu, il serait encore plus résilient. On pourrait annoter encore plus sa résilience. Toujours est-il que ben, lui aussi, il est en train de consolider et de valider des obliques support à ce stade-là. On a encore validé cette zone, cette oblique ici, cette semaine. Alors j'en ai une autre un petit peu en dessous. Mais bon, globalement, ce que l'on voit, c'est qu'on a quand même une zone importante de soutien sur cette zone des 6300 points à 6400 points. C'est quand même une grosse zone de soutien sur laquelle, pour l'instant, on reste dans une congestion qui est en train de se construire. Il n'y a pas de retournement haussier tant qu'on ne dépassera pas, dans un premier temps, les 6570 points et dans un deuxième temps, les 6666. Ça peut être les 6660, mais j'aime bien le 6666, donc je donne ce niveau-là. Donc voilà un petit peu où on en est. Donc là aussi, on sent bien, on a les fesses entre deux chaises sur cet aspect-là aussi. Donc plutôt en mode prudent, défensif, observation. Mais d'un point de vue moyen terme, on reste acheteur. Le seul effet panique qui peut être créé, c'est le jour où on lâche cette zone des 6300, 6370. Il faudra être prudent parce que c'est le moment où le marché peut se mettre en mode panique et aller creuser assez bas. Mais s'il venait à faire ça, il faut avoir des liquidités parce que pour moi, ça serait une occasion
de rentrer sur le marché, de rentrer des nouvelles positions pour jouer. Si on va chercher les 6000 à 6100 pour jouer justement le maintien de la tendance à plus moyen terme. Donc voilà ce qui m'intéresse. Au niveau sinon des matières premières, au niveau du Brent, au niveau du pétrole, donc ça reste toujours propre. Il n'y a pas grand chose à se dire de plus si ce n'est que c'est haussier tant qu'on va tenir la zone des 73-74 dollars à ce stade-là. Au niveau, ce qui va être très intéressant, c'est au niveau du cuivre aussi, de regarder, de s'en servir comme indicateur. Là où le monde, entre guillemets, va commencer à vraiment s'inquiéter pour la croissance future, vous pouvez vous en servir du cuivre s'il casse par le bas. Ça voudra valider qu'on commence à s'inquiéter pour la Chine, d'une part, et puis potentiellement pour les autres économies. Ce à quoi il faut faire attention, c'est de ne pas penser et de commenter ce qui se passe actuellement sur les marchés par rapport aux statistiques qui sortent aujourd'hui. Ça, c'est déjà passé et ça acte déjà le passé. Le marché, lui, il est en train de regarder ce qui peut se passer dans 6 mois. Et ce qui peut se passer dans 6 mois, c'est qu'on grippe un petit peu la croissance. Et donc, il validera ça et il jouera à se faire peur si on casse par le bas, notamment, vous voyez, le cuivre. Et ce en quoi il faut faire très attention, c'est que là, on a ressorti nos petits calepins, ce qui était vrai en février, et pour jouer la rotation valeur value, valeur versus valeur de croissance, il faut faire attention parce que si le marché acte réellement une vraie dégradation sur l'économie, une dégradation sur la croissance, etc., les valeurs value ne seront hors l'énergie, évidemment, qui fonctionne plutôt bien en ce moment, avec le pétrole, mais ça finira par le rattraper aussi, impactera également les valeurs value qui seront impactées par, en effet, une moindre croissance. Maintenant, d'un autre côté, les banques centrales sont toujours là pour nous aider, même si le tapering arrive, oui, mais on parle de quelque chose de très graduel, et donc si jamais on doit avoir une dégradation économique, on sait que ça remettra en cause ou ça repoussera ces taperings éventuels ou les réduira. Donc les banques centrales restent toujours là, il y a toujours énormément de liquidités sur le marché, donc on reste dans un marché qui, pour moi, fait une consolidation ou une correction qui est au prorata à ce stade-là de la hausse que nous avons connue et qui reste à ce stade-là très sain. Donc il faut faire attention au secouage de cocotier, il faut faire attention à cette volatilité dont on avait parlé comme étant le vrai risque, surtout sur des petites capes, etc. Mais globalement, sur la tendance de fond, à ce stade-là, on n'effrite pas grand-chose et on ne retourne pas grand-chose. Donc il faut prendre le recul nécessaire, je dirais. Donc au niveau du cuivre, voilà, vous pouvez vous en servir comme indicateur. Au niveau du gaz naturel, évidemment, tout le monde vous a parlé du gaz naturel cette semaine, mais je veux dire, le retournement du gaz naturel, il est très violent, mais le gaz naturel, c'est très spéculatif, hein, c'est très volatile également, et si vous regardez, et si le gaz naturel était une action, ben, vous étiez dans une congestion depuis une bonne année. Et on en avait parlé à plusieurs reprises et on avait fait plusieurs fois des échecs à lancer ces cassures. Puis finalement, on a cassé là. Et on a validé ce retournement. Après, il s'est fait très rapidement. Mais globalement, je veux dire, maintenant que tout le monde vous parle de gaz naturel, il a déjà fait un quasi x3. Donc c'est ça aussi où il faut faire attention. Quand tout le monde commence à en parler, oui, c'est ce qui accentue l'effet exponentiel de la tendance, mais la tendance s'est retournée, elle, bien en amont, en règle générale. Donc là aussi, éventuellement, on peut continuer à rester pas mal volatile, mais on sent qu'on est en train d'arriver sur des niveaux de résistance et qu'on va éventuellement construire. Par contre, la question se posera pour cet hiver, si l'hiver est rigoureux. Et là, on rentre dans des si, des mi, etc. Parce que, évidemment, personne ne sait dire si... alors, il y a des prévisions, bien entendu, mais c'est très compliqué de savoir comment sera l'hiver. Donc, on en reparlera certainement. On peut rentrer dans une certaine consolidation jusqu'à l'hiver, et en fonction de l'hiver, on verra comment évolueront les matières premières. Sinon, on a un bon retournement aussi qui s'est mis en place sur le platine, mais je ne vais pas nécessairement le regarder. L'or, pour l'instant, continue d'être impacté par les taux réels, plus que par l'inflation à ce stade-là. Ce qui, moi, m'intéresserait vraiment sur l'or, pour l'instant, je pars du principe que c'est du rebond technique, hein, dans une tendance qui reste une tendance de consolidation à plus long terme. Mais pour moi, ce qui m'intéresserait vraiment sur l'or, c'est d'arriver à retourner le marché. Et pour ça, il y a du boulot. Il faudra dépasser les 1800 à 1840 dollars, 1830, peu importe. Mais donc là, ça sera vraiment les niveaux qui permettront de valider le retournement. À ce stade-là, pour moi, c'est du rebond technique. Donc
je continue de dire place à la construction. Alors, hop, place à la construction et je continue de patienter, grosso modo. Alors, je peux nettoyer un petit peu mon graphique. Hop. Voilà, donc je le verrai dans une espèce de construction en biseau à l'intérieur lui-même d'un plus grand biseau. Au niveau de l'argent, également, il est en rebond, un petit peu plus puissant que sur l'or, mais ça reste pour moi toujours dans des constructions. Alors, il y a dû avoir un rollover ici, puisque j'ai les obliques qui sont partis un petit peu en sucette. Mais voilà un petit peu pour l'idée. Globalement, pour moi, là aussi, c'est une tendance baissière, alors que mon PC aussi, apparemment, il a envie de partir en vacances. Tendance baissière de court terme, à moyen terme je resterai quand même encore, à long terme je resterai encore positif, et là aussi je commencerai à le voir plutôt en biseau. Ça colle un petit peu avec pas mal ce que je vois sur les minières argent aurifères, où on a pas mal de biseaux descendants qui sont en construction. Alors après voilà, moi je suis en train de les regarder, mais pour l'instant je tirerai pas. Il faut dire que j'ai peut-être certainement un biais, c'est que j'ai tellement tiré en anticipation ces dernières semaines, ça n'a pas été très concluant, en règle générale ça l'est pas, que voilà, là je me réserve un petit peu à pas trop tirer en anticipation, mais voilà, on arrive sur des fins de biseau, donc ça va, il faut garder le secteur, il faut le garder le secteur en vue. C'est ça que je voulais dire. Au niveau euro-dollar, là aussi, on a des choses très intéressantes qui se mettent en place. C'est bon, d'une part, merci, hein, parce que ça nous a bien aidé sur le portefeuille américain, qui a performé, entre guillemets, malgré lui. Donc ça a permis de récupérer pas mal de choses, parce que je n'étais pas dans des positions très confortables, notamment sur un short Nasdaq. Donc la double correction du Nasdaq, plus la correction de l'euro a bien aidé. Mais là aussi, ce qu'il faut se dire, voilà, c'est qu'à long terme, pour moi, on n'annule pas le scénario de faiblesse du dollar ou de baisse du dollar à ce stade-là, et je dirais tant que vous ne repassez pas sous la zone des 1,14, on n'enlève pas le signal qu'on avait donné en milieu d'année 2020. Pour autant, voilà, on est en train là d'être dans un scénario de force du dollar à court terme, et on est en train de construire, je dirais, un biseau descendant. Et ce n'est que le jour où on casse ce biseau descendant par le haut, qu'on relancera l'idée d'une faiblesse du dollar. Mais à ce stade-là, c'est pas le cas encore, et pour moi, c'est encore un vecteur de force sur les marchés américains. Alors oui, on est plus sélectif, oui, on fait de la rotation éventuellement, mais les encours continuent encore de privilégier les marchés américains. Le jour où on a un retournement à la hausse, ça sera très intéressant de reparler justement un petit peu des autres marchés que les marchés américains, puisqu'on aura peut-être des flux qui sortiront du marché américain pour venir se réinvestir ailleurs, notamment éventuellement en Europe. Mais ça, voilà, c'est encore un petit peu long shot, donc on va un petit peu patienter. Sinon, au niveau des matières premières agricoles également, il ne faut pas quitter ça des yeux, puisqu'on reste encore acté dans des retournements haussiers, hein. Donc c'est le cas également, on va regarder que le blé, mais voilà un petit peu où on en est sur le blé notamment. Et du coup, vous voyez qu'on est en train de relancer sur le blé éventuellement une attaque vers les anciens sommets, les anciennes résistances. Et donc si on lâche ça par le haut, là on donne un nouveau mouvement, une nouvelle jambe haussière, et donc là, en plus d'une crise énergétique, on va commencer à parler aussi du côté alimentaire, et ça c'est moins sympa. Et sinon, quand on parle crise énergétique, qui nous manque pas mal de choses, etc., bon, il faut toujours se garder un petit peu le bois d'un certain côté. Donc là, vous voyez bien l'inflation du bois jusqu'à un côté complètement frénétique, puis l'aspect des inflations, et cet aspect ici de congestion. Et ce qui sera intéressant, c'est si ça casse par le haut, eh ben, on relance une inflation, mais plus linéaire, hein, pas sur les mêmes topos d'exponentiels comme ceci. Alors, on pourra arriver au même niveau de prix, c'est pas ce que je dis, c'est juste que la courbe et la puissance de la hausse se fera peut-être de manière plus graduelle. Ça, c'est l'idée. Mais bon, ça reste à observer, puisque là aussi, ce qu'on n'a absolument pas remis en cause, c'est que c'est pas temporaire à ce stade-là, hein. On voit bien que l'inflation des prix, elle va demeurer. C'est juste éventuellement la progression de cette inflation-là qui va commencer à se restreindre au fur et à mesure où l'offre, même si ça galère, même s'il y en a encore certainement pour 6 mois, pour moi je pars du principe que l'offre arrivera
à résorber. Elle sera peut-être un petit peu aidée justement par tous ces goulots d'étranglement et ces différentes crises énergétiques justement, donc pour un petit peu de baisse de croissance, l'offre qui remonte et on va réussir à répondre à ça. Mais voilà, ça prend du temps. Et ce temps-là, et ben, petit à petit, ça commence à grignoter les marges des sociétés et donc éventuellement, comme ça dure trop longtemps, potentiellement des profit warnings qui risquent de nous tomber sur le coin de la figure pour des sociétés qui ne sont pas capables de répercuter les coûts sur leur client final. Puisqu'il faut bien se dire que, dites-vous bien que dans le monde, beaucoup de contrats sont signés en amont. Il y a des hedges, il y a tout un tas de choses également. Donc il faut faire attention à ne pas voir dans l'évolution des futurs nécessairement un impact tout de suite sur le producteur, sur le fabricant, et encore moins sur le consommateur final. Donc il y a un processus, tout ça, ça prend du temps évidemment. On va passer aux actions. Donc comme je le répète souvent, j'en ai une liste ici sur les post-it que je passerai à la fin. Donc malheureusement, Acacia, c'est là aussi où on rentre dans un marché qui est très sélectif et la moindre déception, c'est là où il faut faire très attention, la moindre déception, c'est payer cash. Et donc là, en l'occurrence, Acacia, apparemment, il faut comprendre que le marché a été déçu et donc on a payé cash, malheureusement, donc il y avait une congestion. Mais en règle générale, je serais tenté de dire, alors là, il y a eu la déception, sur des résultats. Mais en règle générale, quand ça commence à patiner, qu'on tente et qu'on échoue plusieurs fois, ouais, ça me gêne un petit peu. Bon, ça me gênait, mais je n'étais pas sorti de la position. Par contre, là, j'en suis sorti, en perte, évidemment. Je vais privilégier, pour moi, ça reste une action qui est intéressante. Mais ce qu'il faut privilégier, c'est que ce n'était pas le bon timing. Ce n'était pas encore le bon timing. Donc, je vais plutôt y voir un biseau descendant, maintenant en construction, mais je vais patienter, quitte à y revenir plus tard. Au niveau de ADP, là par contre, on a bien validé le retournement et aujourd'hui, on a validé également le pullback, donc sur l'ancienne résistance des 108 € dont on avait parlé, qui pour moi reste le pivot de moyen terme, qui commence à devenir support dorénavant. Donc maintenant, au-dessus de ce niveau-là, les 105, 108 €, on va rester positif sur le retournement qui est en train de s'acter sur ADP. Donc on voit qu'on a pas mal de titres avec un aspect lié aéronautique, tourisme, etc. Voilà, on est en train d'acter un petit peu la réouverture des bridges aériens. On est en train d'acter la fin Covid, entre guillemets, et les différentes réouvertures, plus cet aspect value également que vous pouvez avoir sur ces actions, plus l'aspect, au-delà de certaines, il faut faire attention à la dette, parce qu'avec la remontée des taux, il va falloir faire un petit peu plus attention au dossier avec la dette, mais également l'aspect qu'il y a toujours énormément de liquidité et qu'il y a encore une fenêtre qui est ouverte aujourd'hui, puisque c'est facile de se financer pour des entreprises qui veulent en racheter d'autres. Et donc, on est encore potentiellement dans des fenêtres de tir au niveau des fusions-acquisitions. Au niveau de agrogénération, donc ça c'est lié au blé, enfin pas que au blé, mais on va dire en matière première agricole. Et ce que l'on voit, c'est qu'on est en train de tenter le break haussier, donc il faudra réussir à le valider la semaine prochaine, mais on reste sur un bon mouvement, hein, donc voilà, on acte quand même que le marché regarde de près les matières premières agricoles. Au niveau de Amazon, comme on en avait parlé, on est en train de continuer de congestionner dans ce triangle symétrique. Donc à ce stade-là, pour moi, c'est là justement où il faut regarder les gros titres, parce que si ça commence à lâcher par le bas, ici, donc notamment cette zone des 3300 $, on a un risque de revenir chercher les 3100, mais surtout le risque c'est grosso modo que les grosses pondérations indicielles commencent à ramer. Alors ça date pas d'hier, mais on avait des relais sur d'autres valeurs, mais là potentiellement on commence à dégrader les tendances. Pour Apple, c'est la même chose, même si avant de dégrader la tendance, il y a quand même une bonne zone là sur les 135, 138 $, qui est une bonne zone de soutien. Il y a les 130 aussi, qui sont pas mal. Mais voilà, là aussi, on rentre un petit peu dans des congestions, dans des dégradations de tendance. Donc on n'est pas non plus tout feu tout flamme. C'est ça vraiment. Il faut être très sélectif et à ce stade-là, on a des consolidations. Ça ne veut pas dire que on ne va pas aller chercher le support et remonter comme un 40. Hein. C'est tout à fait possible aussi. Mais ce qu'on acte là, quand même, plutôt, c'est une phase de prudence. Au niveau des matériaux de base, on reste dans des titres qui, pour l'instant, restent avec un poids au-dessus de la tête, une épée de Damoclès vis-à-vis de la Chine, vis-à-vis des craintes sur la croissance, blablabla.
Donc pour ArcelorMittal, c'est toujours le cas, et on le voit éventuellement qu'on pourrait revenir rechercher la zone des 24 euros, qui est une grosse zone de soutien. Donc ça sera vraiment la zone. Alors, 24 euros, j'arrondis, c'est peut-être les 23, ça peut être les 23,80, 23,90 évidemment. Mais voilà, ça reste la grosse zone. Et donc là, c'est la même chose. On va être ensuite bloqué entre une zone de support et une zone de résistance. Et donc, du coup, c'est le zigzag. Et on attend de savoir, on casse par le bas, ben, on va corriger beaucoup plus. Ou on casse par le... Et donc, si ça casse par le bas, on va acter ben, la crainte sur la croissance, clairement. Et si ça casse par le haut, ben, on acte que voilà, c'était juste un pépin lié aux pénuries X ou Y et que le marché recommence à croire que ça va être temporaire cette fois-ci et qu'on va résorber ça et qu'on va repartir sur de la croissance parce qu'il y a toujours la planche à billets, le truc, le machin qui fonctionne à plein régime. Donc, quand je dis planche à billets, ça veut dire facilité de crédit, évidemment, et capacité d'avoir des liquidités sur le marché. C'est ça le nerf de la guerre, hein, évidemment. Donc, Atos, pour moi, c'est toujours l'aspect spéculatif lié à l'OPA. Donc, on continue d'observer cela. Je reste positif au-dessus des 43 euros. BioUV, c'est un petit titre, il n'y a pas beaucoup de volume. Il faut faire attention par rapport à ça. Et globalement, c'est vraiment un dépassement des 5,90 € qui vous donnera le signal. Donc il faut se mettre en attente, éventuellement les 5,60 € qui peuvent servir de support. Mais voilà, ça fait partie des titres où il faut se mettre des alertes, les regarder, mais pas nécessairement rentrer en anticipation, parce qu'en plus c'est des petits titres illiquides. Donc on essayera, alors ça dépend combien vous mettez dessus bien entendu, mais on essaiera d'éviter. CGDIM, du coup, n'a pas tenu. On est revenu chercher par contre une zone de soutien à ce stade-là. Mais tout est à refaire hein, sur CGDIM, c'est-à-dire notamment repasser à nouveau au-dessus des 27-28 € pour relancer la dynamique. Mais globalement, on continue d'évoluer, je dirais, dans une espèce de triangle symétrique. C'est juste qu'on va le modifier un petit peu. Et on est revenu, on va dire, sur la médiane, grosso modo. À tenir, donc. Sur les valeurs pétrolières, parapétrolières, ça va plutôt bien, hein, ça a été très résilient pendant toute cette semaine. Ce qui nous intéresse là, plus particulièrement sur CGG, c'est qu'on est venu chercher la semaine dernière un support, on a bien rebondi sur la résistance, on est cette semaine revenu chercher la médiane et on l'a tenu et on est en train de relancer. Donc maintenant, il va falloir passer à la caisse, c'est-à-dire qu'il va falloir valider la cassure de cette zone des 70 centimes d'euros, ce qui nous permettra d'essayer d'aller chercher. Alors j'ai une première zone sur les 73, mais plus moyen terme, je viserai un retour sur la zone des 80-83 centimes d'euros. Alors ça reste du retournement à ce stade-là, c'est pas encore du pur moins de risque, bien entendu. Au niveau de Claranova, là, on en avait parlé ces dernières semaines, c'était vraiment pas terrible et on a lâché aujourd'hui. Ça fait partie des valeurs qui ont profité énormément du Covid et qui là, évidemment, accusent un petit peu le coup et avec des ventes qui sont un petit peu plus décevantes maintenant que, entre guillemets, tout le monde est revenu au boulot. Mais toujours est-il, voilà. C'est un titre pour moi qu'il faut quand même garder en tête, garder en approche, mais à ce stade-là, voilà, je me garderai pour l'instant d'anticiper, mis à part jouer des allers-retours évidemment, puisque ça reste un titre qui est volatile parce que le carnet d'ordre n'est pas super épais. Mais globalement, on a cassé quand même la dynamique, on l'avait déjà cassé, mais on l'a bien confirmé cette fois-ci. Au niveau des banques, on a eu un certain enthousiasme d'abord pour rejouer l'effet taux, mais voilà, là aussi, il faut faire attention parce qu'on a l'effet tapering également, on a l'effet crédit, donc réduction également des crédits, ce genre de choses-là. Donc on a beaucoup de vent, c'est un petit peu ce que l'on ressent un petit peu partout, c'est qu'il y a des arguments pour, il y a des arguments contre, hein. Donc on dirait on est au milieu, on est clairement au milieu en attente. Et graphiquement parlant, c'est ce que l'on constate de toute manière, donc une construction. Donc on est venu chercher le support, on est revenu chercher la résistance et on est en train de graviter au milieu. C'est tout à fait neutre et on est en mode attente. Au niveau de DBV Technologies, il va falloir se bouger, sinon en dessous des 8 €, il faudra être très prudent sur la suite, hein, globalement. Et il faudra dépasser cette zone des 9,10 €, 9,20 € et là on peut éventuellement jouer une relance. Alors après c'est un titre à news, hein, donc il faut faire attention par rapport à ça, ça reste de la biotech. Egide pareil, on est en train de travailler plutôt là, en mode dégradé, mais j'essaierai de le voir plutôt avec un support aux alentours des 1,20 €, 1,25 €.
Et tant que vous ne passez pas les 1,45, il n'y a pas de signal, donc là aussi c'est une construction. Alors voilà les utilities, donc, qui sont les non cycliques, on va dire, et qui sont en type valeur défensive. On a vu une bonne réaction aujourd'hui sur NJ, qui bloque encore sous sa moyenne mobile 20, mais bon, en gros, si on arrive à passer les 11,90 €, 12 €, on se remettrait en attaque. Et donc du coup, on va chercher la sœur qui est EDF, qui elle, on est à peu près dans le même type de figure, mais elle est déjà en train de tenter le break, en train de revenir sur la résistance. Donc ça aussi, voilà, ça fait partie des valeurs défensives. Vous avez également Orange en valeur plus défensive, mais évidemment pas lié à l'aspect énergie du moment. Et donc forcément, pour l'instant, c'est toujours très très moche. Donc à moins de dépasser cette zone des 9,55, 9,60 €, ça reste très flat, et mis à part pour le rendement, il n'y a pas grand chose d'intéressant sur Orange. Je reviens à ma liste classique. Eramé. Eramé donc, est en train de construire également dans une espèce de biseau descendant. Là aussi, pour relancer la dynamique, il faudra dépasser les 67 €. Après, on se méfie, ces biseaux descendants, quand ils lâchent par le bas, ils peuvent vous créer des trous d'air. Donc surtout sur des titres comme Eramé qui ont un passif un petit peu volatile, il faut être un petit peu plus prudent par rapport à cette volatilité. En tout cas, il faut l'avoir en tête. C'est ça qui est vraiment important, et c'est pour ça que j'arrête pas de vous le répéter. Par rapport à ce zigzag et cette volatilité, c'est pour vous préparer, pour que vous soyez prêts quand ça arrive, de ne pas être frustré, dégoûté, etc. et que vous puissiez gérer votre portefeuille. Parce qu'après, voilà, en face, là, vous regardez, il y a des profils long terme, il y a des profils moyen terme, il y a des profils court terme, il y a des profils spéculatifs, il y a des profils de personnes, voilà, qui ont des petites positions, des grosses positions, des gros portefeuilles, des petits portefeuilles. Donc il y a de tout pour faire un monde, et donc évidemment, j'essaye là, dans ces vidéos-là, de vous donner un certain nombre d'éléments qui vous permettent d'adapter les choses ensuite à vous. C'est ça qu'il faut faire, bien entendu. Et il y a des titres, vous pouvez, à Eramé, on pourrait éventuellement dire, bon, attention un petit peu à court terme à la volatilité, mais éventuellement un investisseur à long terme, lui se dit, à ce stade-là, tant que je tiens mes 50 €, pour moi, ça reste toujours positif et bien construit. Erytech également, c'est de la construction à ce stade-là, donc on n'est pas à l'abri de revenir chercher les 4,50 € et des brouettes, et on restera en construction. Construction que je vois en biseau descendant. Alors c'est pas trop cette oblique ici, mais peut-être plus cette oblique-là, avec cette autre oblique-là, donc c'est un léger biseau descendant, mais c'est comme ça que je le verrai, de construction de la figure. Là aussi, il faut adapter sa taille de position à la volatilité qu'on peut potentiellement prendre, ou alors il faut jouer uniquement court terme et faire des allers-retours, parce que sinon, évidemment, on a des mouvements de 10 ou 15% qui ne remettent pas forcément en cause la tendance, mais qui, vous, potentiellement, si vous avez pris une trop grosse taille de position, vous rendent émotionnel et vous impactent. Euronav, sinon, l'ensemble, le secteur énergie, de toute façon, a très bien performé. Donc Euronav, on en avait déjà parlé de cette figure ici. Le break avait été déjà validé la semaine dernière. On n'a fait que prolonger cette semaine, et on a cassé la résistance horizontale. Donc on a deux niveaux pour moi qui vont être intéressants, c'est le niveau actuel, et puis surtout ensuite, vous le voyez, une zone là, aux alentours des 8,50, 8,60, 8,70. Ça va être une zone aussi qui va être importante et intéressante en termes de résistance. Donc on n'est pas à l'abri de consolider au prorata aussi, parce qu'on est allé peut-être un peu vite en besogne, mais le signal est là. Il y a des bons volumes, hein, on le voit, qui sont prononcés depuis une semaine, donc ça reste positif. Galapagos, c'est une tendance baissière, bien entendu. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Donc à ce stade-là, c'est de l'anticipation pour jouer un biseau descendant, qui dans le meilleur des cas, évidemment, l'anticipation casserait par le haut, et ensuite consoliderait. Si vous voulez faire un petit peu plus de moindre risque, ce qu'il faudrait, c'est que ça casse en gros les 49 €, et derrière, vous achetez sur le pullback. Comme ça, au moins, vous avez des repères, vous avez des supports pour éventuellement mettre des stops, pas perdre beaucoup si le scénario s'annule, plutôt que de l'anticiper. Mais après, voilà, il y a certains profils, certaines tailles de portefeuille, etc., où on va pouvoir se permettre d'anticiper un certain nombre de positions, rentrer au fur et à mesure, ce genre de choses-là. Mais ce n'est pas pour tout le monde. Donc quand je vous montre ce type de titre-là, c'est pour aiguiser votre œil, c'est pour pédagogiquement vous expliquer quelque chose,
Mais après, c'est pas pour vous dire, parce que je suis rentré, il faut que vous rentriez. C'est pas la même approche, éventuellement. Et il faut vous dire également qu'à mes débuts, quand j'avais un plus petit portefeuille, je ne rentrais pas sur ces trucs-là. Alors, je faisais des conneries, bien entendu. Mais ça, typiquement, c'est d'un point de vue discipliné, on a beaucoup moins le droit à l'erreur. On a beaucoup moins le droit de se faire plaisir sur des anticipations. Donc ça, c'est très important également de bien comprendre. Il y a des personnes souvent qui me posent des questions, de bien comprendre la méthode, ce que l'on cherche, et ensuite le curseur, c'est en fonction de notre expérience, en fonction de est-ce qu'on est en train de jouer des gains ou on est en train de jouer notre capital, est-ce qu'on a fait déjà une très bonne année, est-ce que donc j'ai la capacité de me faire plaisir ou pas, et donc c'est mon curseur de discipline vis-à-vis de la méthode stricto sensus. N'oubliez pas également que vous pouvez être moins de risque sur des unités de temps inférieures, notamment des unités de temps 1 heure, 4 heures, etc. Donc je vous montre le journalier ici parce que c'est une vidéo généraliste. Dans l'académie des graphes, notamment, je rentre beaucoup plus dans le détail et je vais vous montrer plus dans le détail sur des unités précises, qu'est-ce que je vois au niveau des indicateurs. Ici, j'essaye le moins possible de vous polluer avec tout ça. Mais voilà, il y a un certain nombre de choses qui font que voilà, on ne peut pas juger hâtivement une position. De la même façon qu'il y a des personnes qui vont acheter, conserver des valeurs à moins 30% pour des raisons fondamentales et qui acceptent d'être à moins 30% pendant X semaines, X mois. Voilà. Et d'autres investisseurs qui, dès qu'ils perdent 5%, paniquent, etc. Ils ne peuvent pas conserver des positions comme ça et donc vont plus s'orienter sur du court terme. Bref, c'est à chacun de faire en fonction de soi, d'adapter la méthode à soi et pas le contraire. C'est ça qui est très important. Donc je reçois naturellement beaucoup de questions souvent pour justifier des positions, etc. Mais voilà, là je le fais. Il faut bien comprendre également les différents profils et les différentes raisons de rentrer sur un certain nombre de positions et pas juste se dire c'est baissier donc c'est pas intéressant. Non, vous avez des titres qui peuvent être baissiers. Gemalto c'était très baissier aussi, Atos c'est très baissier aussi, mais après il y a des raisons fondamentales qui peuvent vous faire rentrer sur le titre en anticipation, au-delà du simple graphique. Donc c'est ça aussi qu'il faut rentrer en ligne de mire. La bourse c'est pas binaire, hein. Donc c'est pas rouge ou noir. Donc c'est ça qui est important de comprendre. Et moi je défends justement la trinité, hein, comme je vous l'avais expliqué, d'avoir une approche macro, micro et derrière de timing graphique. Et le timing va être d'autant plus important que là où on met notre curseur de discipline par rapport à là où on en est de nos performances, de nos objectifs et de ce qu'on cherche à atteindre. Okay, je veux dire, quand on fait une belle année, etc., on peut se permettre éventuellement d'aller chercher de l'anticipation. Mais ça, après, c'est à chacun de voir, chacun est différent, bien entendu. C'est pour ça que je vous propose différentes choses et les outils vraiment pour vous aider à adapter les choses à cela. Donc du coup, j'ai beaucoup parlé déjà dans cette vidéo. Genoway, là aussi, bon, cette semaine, c'était pas la bonne semaine pour moi pour être réactif. Et parce que sinon, honnêtement, j'aurais tenté de solder Genoway, mais il n'y a pas beaucoup de volume, c'est illiquide. Bon, ça fait partie d'un certain nombre de valeurs que j'ai rentrées comme ça, parce que je l'ai trouvé très intéressante, mais vis-à-vis de mon portefeuille, c'est trop illiquide, clairement. Mais après, c'était aussi pour aider les graphes. Je sais que certaines personnes ne rentrent pas forcément sur un certain nombre de titres où je dis que la config est intéressante, mais c'est trop petit pour moi de rentrer. Donc voilà, bon, il y a beaucoup de choses qui peuvent influencer sur ce genre de choses-là. J'essaye de le faire le moins possible, parce que c'est pas mon but, évidemment, et que chacun doit savoir pourquoi il rentre sur un titre. Donc Genoway, on est venu chercher le support, on peut éventuellement avoir une réaction, mais globalement, maintenant, au-dessus des 4,10 €, ça va rester un petit peu compliqué de relancer. Hop, Harmony Gold également. Donc vous voyez, pour moi, on est en train d'arriver sur des niveaux de support assez intéressants sur les minières aurifères, notamment. L'argent aussi. Mais voilà, c'est pas encore du moindre risque. Donc il y a peut-être des rebonds, de la volatilité à jouer, mais il y a peut-être surtout pas mal de zigzags qui peuvent se mettre en place avant d'avoir une reprise rectiligne, hein. Donc moi je serais plutôt dans l'idée d'attendre encore les fins de construction. Ça va arriver, je pense qu'on est en train de les construire, je pense qu'on peut avoir déjà des rebonds plus puissants, parce qu'il y a beaucoup de liquidités, et ces liquidités vont chercher également petit à petit à se protéger. Quand vous regardez le luxe, vous voyez par exemple LVMH, pour moi, on est en train d'évoluer dans le biseau descendant.
Donc l'idée du biseau descendant, c'est là où c'est très intéressant, c'est que vous le cassez par le haut, on jouera la relance haussière, vous le cassez par le bas, on joue la panique. La panique ira peut-être pas chercher très loin, mais ça suffira, vu la pondération du luxe sur le CAC 40, pour également aller chercher notamment les 6000, 6100 points par exemple sur le CAC 40. Donc ça se regarde le luxe. C'est-à-dire que si on commence à lâcher un petit peu trop les 590 euros, etc., on a cette zone des 575, 580. Vous voyez, avec cet oblique-là, qui peut être en mode dernier rempart, et voilà, ça se regarde. Mais c'est de la construction, donc on est dans des hypothèses de travail. Tout ce que l'on sait, c'est qu'à ce stade-là, on est dans une construction intermédiaire et qu'on est en attente de casser par le haut ou par le bas pour insuffler la suite. Morel et Prom a suivi l'ensemble du secteur, et donc on avait la congestion dont on avait déjà parlé dans les vidéos précédentes, qui a breaké, et on est allé chercher au-delà des 2,30 euros. Il y a éventuellement un petit gap ici sur les 2,55 euros et des brouettes qui peut vous servir d'objectif. En objectif intermédiaire, vous avez cette zone des 2,40 euros. Mota Engil, à ce stade-là, est toujours en train de construire, mais ça se regarde aussi. Je rappelle que le titre est quand même lié à l'infrastructure, et notamment aux infrastructures. Il fait pas mal de construction dans les infrastructures pétrolières, etc. Donc, si vous avez une reprise des investissements, blablabla. Donc ici, on a une bonne congestion. Donc si on a une cassure des 1,40 €, là aussi, il y a un retournement qui peut être insufflé. Par contre, c'est un dossier qui est assez endetté. Donc il faut le prendre en compte dans un monde de remontée des taux, etc. Là aussi, il y a des choses qui se compensent. Navia, pour moi, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent, à moins que vous soyez vraiment en trading de très court terme, etc. Je pense qu'on a cassé la confiance dorénavant, et que même si vous aviez un rebond, il serait rapidement, à mon avis, tant que vous ne dépassez pas les 2,20 €, voilà, c'est du rebond technique. Alors 7, ça peut être juteux, etc. en intraday, pourquoi pas, mais au niveau de la tendance, c'est tout cassé à ce stade-là, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Neoen, il faudra réussir à casser les 37 €. Novacite, bon, j'accélère un petit peu. Novacite, voilà, pour moi, le Covid, le marché est en train de nous dire que le Covid est terminé, grosso modo. Alors, on est en train de revenir sur un support oblique, pourquoi pas tenter de réagir. Mais là, pour moi, c'est terminé sous les 3,90 €. Il n'y a pas de quoi se torturer. Orange, on en a déjà parlé. Pixium Vision, c'est toujours en train de congestionner, toujours la zone des 1,20 € à casser pour continuer le cheminement. Prodway, ça reste toujours propre, toujours la zone des 3,20 € pour valider le break. Au niveau de Prosus, c'est toujours de la construction, et vous voyez, c'est toujours négatif, et donc c'est toujours sous les 80 € pour moi, il n'y a rien à se mettre sous la dent, et à court terme, sous les 73 €. Au niveau de Quantum Genomics, c'est en train de congestionner aussi, donc il y a un support aux alentours des 4,40 €, 4,50 €. À titre personnel, si on venait à revenir dessus, je prendrais une position, mais c'est bel et bien un dépassement des 5 €, 5,20 € qui pourrait nous déclencher une nouvelle vague. Au niveau de Sanofi, on a joué le rebond technique sur les 84 €, on en avait parlé la semaine dernière, on est en train de l'essouffler très rapidement. Donc pour l'instant, on voit au niveau santé, c'est très sélectif, il y a un petit peu de tout. Mais Sanofi n'a pas nécessairement les faveurs à ce stade-là, même si le secteur santé reste quand même un secteur très défensif. Mais on voit, là aussi, il faut être un petit peu plus sélectif dans le secteur d'activité. Sanofi reste propre, hein, bien entendu. J'en ai encore dans mon bas de laine. Mais globalement, au niveau de la tendance, c'est assez neutre, il n'y a pas grand-chose à attendre pour l'instant. SES a breaké dans le sillage de Eutelsat notamment. Il y a cette zone de gap là qu'on est allé refermer aux alentours des 7,80 € où il nous a manqué 1 ou 2 centimes peut-être. Mais bon, globalement, là aussi, on est en train d'acter le retournement. Au niveau de Solution 30, on était allé chercher un petit peu plus haut que la résistance, mais on n'a pas fermé le gap. Et les résultats, malheureusement, au-delà de l'audité, pas audité, peu importe, les résultats ont fait ressortir un petit peu une marge en deçà, et donc le marché a fait payer. On est en train là d'aller sur un support qui a réagi ce matin, mais on revient dessus ce soir, donc bon, il faut être un petit peu prudent. Si on venait à le lâcher, on rentrerait certainement dans une construction encore, congestion, avec cette zone des 7 € en support, et bref, peut-être que ça prendrait encore pas mal de temps.
Donc à court terme, en tout cas, on a un petit peu cassé la dynamique, je dirais. Technip Energy, on est venu chercher la résistance. J'ai pris des profits, notamment sur mon bas de laine, sur cette zone-là. Donc on n'est pas à l'abri de faire un reflux, hein, mais je dirais au-dessus des 12 euros, 12,50 €, on reste très propre au niveau de la tendance, très positif. Et si on casse les 13,50 €, 13,60 €, l'objectif des 15 € en reste un. Terra Nexus, ça c'est un autre titre où de toute façon on n'avait pas attendu d'être déçu hier, puisque maintenant ben, on continue de parler sur le partenariat évidemment, mais il n'y a plus de date. Donc là l'idée c'est qu'un beau jour évidemment on parlera du partenariat sur fond de news, le titre éventuellement explosera pour rattraper une partie de sa baisse, mais potentiellement pas tout. Moi, graphiquement parlant, je serais tenté de toujours valider le biseau descendant. Alors vous le voyez, j'ai beaucoup d'obliques, parce que j'ai différentes hypothèses de travail. Aujourd'hui, on est venu chercher une des obliques, mais je dirais que le support en mode dernier rempart, c'est cette zone-là, aux alentours des 6 €, 6,20 €. Donc ça sera important de tenir cette zone. Là, on est dans une zone déjà qui peut être réactive. Globalement, graphiquement parlant, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent dorénavant tant qu'on est sous les 7,90 €. Il faudra revenir au-dessus des 7,90 €, revenir au-dessus des 8,50 €. Et là, on peut commencer à jouer éventuellement le retournement et la news éventuelle. Ou alors c'est la news qui nous fera remonter. Bref, c'est une biotech. C'est totalement binaire. Tout ce que je continue à jouer là-dessus, puisqu'il y a des personnes qui posent la question, oui, j'ai conservé la ligne, c'est une ligne en perte, mais j'ai conservé la ligne parce que j'ai toujours eu dans mon plan l'idée de ce biseau descendant et que si on y retournait, j'accumulerais ma ligne. Donc ça fait encore partie de mon plan aujourd'hui d'accumuler. Maintenant, l'idée, évidemment, c'est de jouer la fin d'année. Et si à la fin de l'année, il n'y a vraiment rien et que graphiquement c'est tout pourri, je prendrai ma perte. Au niveau de Total Energy, ça reste évidemment propre. On est éventuellement en train de revenir sur les anciennes résistances qui joueront un rôle de support. Donc on voit dans cette zone des 40 €, 39,50 €. Donc pour moi, ça reste toujours positif, toujours haussier et éventuellement en relance. Ubisoft, par contre, là, c'est toujours baissier et on a cassé le rebond de court terme. Alors on n'est pas à l'abri éventuellement là, si on arrive à tenir ces 51 €, de rapidement revenir au-dessus des 54, de construire éventuellement une tasse à vacances, mais c'est encore un petit peu tiré par les cheveux. Mais en gros, ça serait de construire une genre de figure en triangle ascendant. Mais à ce stade-là, c'est vraiment que de l'hypothèse, on est plutôt négatif, il faut être prudent, parce que les probabilités sont plutôt en faveur que ça casse par le bas et qu'on continue d'évoluer éventuellement dans un biseau. Donc on est en attente, c'est pas moindre risque. Il n'y a pas de raison pour l'instant de bloquer son capital, à moins évidemment d'être en anticipation, suivant votre horizon de placement, et ça évidemment c'est une question de profil, ça regarde chacun. Au niveau de Vallourec également, ça a été très propre, on a cassé l'ancienne résistance oblique, on est en train de consolider à plat, donc ça reste propre, ça reste puissant, il y a des bons volumes, donc il va falloir confirmer maintenant pour essayer d'aller rechercher cette zone-là, qui est plus pivot à mon sens à moyen terme, aux alentours des 8,60 € qu'il faudra casser. 8,60 €, 8,80 €, c'est vraiment la zone qu'il faudra casser pour commencer à parler d'un retournement beaucoup plus moyen terme. Verimatrix, bon, je changerai la liste la semaine prochaine, puisque bon, il y a pas mal de titres qui sont en tendance baissière, mais c'est pour vous montrer des constructions, des congestions, comment on joue des retournements, voilà, c'est plus pour l'aspect pédagogique. Donc là, pour moi, c'est toujours de la construction sur Verimatrix, c'est vraiment le niveau qui nous permet de reprendre un petit peu d'air, c'est la cassure des 1,44 € pour jouer derrière des retournements, mais voilà, c'est des choses qui sont très longues à se mettre en place. Vous avez Technicolor également, je vais attaquer la liste que j'ai sur le post-it. Vous avez Technicolor qui peut, sur cassure de cette oblique ici, jouer le retournement. Vous avez eu Solocal aussi qui s'est pas mal retourné cette semaine. ABC Arbitrage aussi, comme vous avez un peu plus de volatilité sur les marchés, vous avez ces valeurs, et vous en avez une sur Amsterdam aussi, qui sont pas mal, qui payent de bons dividendes et qui en plus profitent en règle générale de la volatilité, et donc on le voit là, qui sont potentiellement en train de réagir, mais il faudra valider la cassure pour pouvoir faire une remontada sur les anciens plus hauts. Vous avez sinon des titres très cycliques, mais avec une consonance également value comme Elior qui
qui ont breaké. Donc on a vu la cassure, le pullback aujourd'hui. La cassure qui reste valide. SMCP, la même chose, mais vous avez eu la cassure déjà en amont la semaine dernière. Mais c'est lié également à l'actionnaire chinois qui va devoir se débarrasser, donc il y a quelques spéculations par rapport à ça. En purement spéculatif, vous avez Amoeba qui est également dans une construction de congestion, hein, hop, voilà, dans ce petit triangle. Donc à voir si on arrive à lâcher par le haut et à ce moment-là, en pure spéculation, éventuellement viser, je dirais, un retour vers la zone des 2 euros. Alors il y a des résistances intermédiaires, bien entendu, mais ça serait une zone objectif, éventuellement. Vous avez pas mal de titres qui sont liés également à la transition énergétique et compagnie, et Close Slops, certains d'entre vous en ont parlé aussi dans la vidéo que j'ai publiée un petit peu plus tôt dans la semaine. Donc vous avez pas mal de cassures qui ont été effectuées, vous avez donc des congestions qui sont en place. Et ce qui va nous intéresser maintenant, c'est que ces congestions cassent par le haut. Et ça va réellement nous valider les retournements à la hausse de ces valeurs-là. Vous avez CrossJect aussi, on en avait parlé dans différentes vidéos, je pense peut-être plus sur l'académie, mais là aussi on est en train d'arriver au bout de la congestion, on n'est pas loin de casser la zone des 3,50 € qui donnera l'influx. Sinon, vous avez eu la semaine dernière pas mal de valeurs automobiles qui avaient été réactives, qui là sont en train de consolider, mais de manière propre et de manière saine. Donc on voit, on est revenu chercher un premier support, on n'est pas à l'abri de revenir chercher éventuellement un deuxième sur les 22,80 €, mais ça ne remettrait pas grand-chose en cause. On est en train éventuellement de construire ces rebonds. Donc c'est là aussi où il y a 2 poids 2 mesures, c'est-à-dire que vous regardez les indices et vous écoutez tout le bruit ambiant et donc vous avez peur de ce qui peut se passer, mais d'un autre côté, vous regardez les tendances. Certes, il y a pas mal de valeurs en tendance baissière qui sont en train de corriger, etc. Mais soit les valeurs qui étaient en grosse tendance haussière, très propres comme Air Liquide et compagnie, sont d'ores et déjà en train de revenir sur des niveaux de soutien et de support qui attirent des acheteurs, donc qui peuvent permettre des rebonds, ou des valeurs qui étaient baissières ont prouvé une réaction des acheteurs, les acheteurs qui reviennent, elles consolident de manière très propre et peuvent éventuellement construire des figures de retournement. Donc voilà, pour l'instant, je dirais qu'on est dans ce marché encore à se dire, oui, il y a les indices d'un côté, mais quand on regarde l'ensemble du marché, à ce stade-là, je dirais, c'est pas encore un marché sur lequel j'ai envie de paniquer, c'est plutôt un marché sur lequel j'ai envie d'avoir des liquidités pour pouvoir continuer. Alors, cette semaine, malheureusement, j'ai pas trop eu la capacité, le temps et le cerveau pour allouer à ça. Mais ça fait partie, je dirais, d'un marché encore qui me démontre qu'il ne faut peut-être pas encore le tuer. Sinon, voilà, il y a un paquet de petits titres, même Scap aussi, ça se regarde, c'est en retournement, mais c'est des petits titres, il faut faire attention. Énergisme aussi, c'est pas mal. Alors, c'est tendance baissière, mais on est dans des constructions congestion là qui vont commencer à arriver au bout. Donc, on est revenu chercher, vous voyez, la résistance horizontale. Donc, peut-être ça peut encore un petit peu tergiverser. Mais si on arrive à casser par le haut, ça peut vous donner un bon influx et surtout, les volumes sont intéressants. Donc, on a éventuellement une recovery, un retournement là qui peut être intéressant. Bon, vous avez Exmar, Air France aussi, en plus trading, qui peuvent être intéressants. Donc, vous l'avez compris, globalement, pour moi, oui, on a à court terme des tensions, des craintes, tout ce que vous voulez. En plus, on rajoute une couche de saisonnalité par-dessus. Mais quand on regarde les titres, titre par titre, on reste globalement bien construit. Hein. Ce n'est pas des marchés qui paniquent. Il y a toujours beaucoup de liquidités. On voit que les acheteurs réagissent quand même et ils ne le font pas à moitié. Quand c'est vraiment le signal, on voit qu'ils ne le font pas à moitié. Donc on est dans ce marché volatile, à la hausse et à la baisse, dans ce zigzag, mais dans des constructions qui sont plutôt saines encore à ce stade, mais dont il faut encore certainement, pour beaucoup d'entre elles, patienter. Plus on veut être moins de risques, plus il y a encore de la patience à avoir. Mais pour l'instant, voilà, je ne jetterai pas le bébé avec l'eau du bain. Clairement, je serai encore à observer des configurations qui me semblent belles et surtout de voir que le marché est certes plus sélectif,
mais continue d'être acheteur sur beaucoup de dossiers, d'une manière plus sélective, certes, mais acheteur quand même. Voilà, je vous souhaite un excellent week-end. N'hésitez pas de liker la vidéo, de la partager comme d'habitude. C'est toujours très motivant, surtout quand j'ai des semaines un petit peu comme ça, un petit peu en dents de scie et compagnie. Et voilà, c'est un petit plaisir de vous faire quand même, de vous faire quand même la vidéo en espérant que ça vous aide. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, ce que vous pensez du marché, quelles sont les valeurs que vous privilégiez éventuellement. Je vous retrouve lundi sur graphcobourse.fr, cette fois-ci, je pense avec plus de temps pour pouvoir relancer les articles et compagnie. En attendant, un excellent week-end à vous, bon repos, n'hésitez pas à prendre du recul, c'est ça qui est important aussi. Je vous retrouve lundi, salut les graphes.